Bonjour Nathalie. Vous êtes économiste de l'environnement au Centre scientifique de Monaco. C'est-à-dire que votre spécialité, en fait, c'est finalement, évidemment, de parler des enjeux liés à la préservation de l'océan et de la finance responsable, mais c'est finalement de mettre en avant, enfin, de nous faire reconnaître les bénéfices, les services écosystémiques et même économiques que nous rendent les océans, mais d'autres écosystèmes évidemment. Mais vous êtes une spécialiste des océans en particulier. Donc on va pouvoir parler de tout ça. On parlait de financiarisation justement de la nature tout à l'heure. On verra comment ce paradoxe n'est pas si facile non plus à résoudre. Et puis nous avons ici aussi Martin Guillaume. Enchanté. Enchanté. Bienvenue, qui est fondateur de Green Praxis. Donc vous avez fondé cette entreprise très récemment, convaincu que, évidemment, les transitions dans les entreprises, il faut les accompagner avec des motivations économiques claires, parce que voilà, l'entreprise a besoin de faire du profit pour vivre, et que l'idée, c'est de se dire que les vrais projets environnementaux devraient pouvoir être vraiment mesuré en termes de aussi gains économiques, c'est-à-dire compter ce qui compte, quoi. Comment on fait aujourd'hui pour compter ce qui compte vraiment, puisque les modèles comptables d'ailleurs d'avant, j'ai envie de dire, et qui sont encore ceux actuels, comptaient ce qui comptait il y a 40 ou 50 ans ou un peu plus. Il y a peut-être des choses à faire bouger en la matière. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de dire l'économique ne s'oppose pas à l'écologique. Et l'économique, c'est quand même ça qui fait bouillir la marmite. Donc pour faire ces projets écologiques, il faut trouver des justifications économiques. Et c'est toute l'idée derrière la société Green Praxis, qui est de trouver sur l'écosystème, les écosystèmes, des moyens de valoriser de manière économique ces écosystèmes, de façon à avoir des sponsors pour mettre en place des solutions. Merci, donc on ira un peu plus loin. Et puis Hervé Le Queignac, donc vous êtes président de l'ISEA. Oui, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc l'ISEA, vous savez, c'est le concessionnaire de la ligne LGV qui relie Bordeaux à Tours, en passant par Paris, enfin en tout cas qui permet d'atteindre Paris en 2 heures aujourd'hui. C'est la 2e ligne à grande vitesse la plus empruntée en France, après celle de Lyon. Une idée du nombre de voyageurs depuis l'ouverture de la ligne en 2017 ? Comme ça ? Une ordre d'idée ? 60 000 ? C'est à peu près 20 millions par an. 20 millions par an, voilà, donc on n'est pas loin des 60 millions de voyageurs. Donc l'ISEA, c'est un gestionnaire privé d'une infrastructure publique. Donc déjà, ça a cette particularité du double langage, et peut-être que cette hybridicité, je ne sais pas comment on dit, sera intéressante aussi à explorer tout à l'heure. Et puis l'ISEA, du coup, c'est aussi un expert innovant de la vitesse ferroviaire, c'est-à-dire que vous êtes tête de pont, évidemment, pour intégrer les enjeux de la transition écologique à la performance technique du ferroviaire. Tout à fait. Et puis beaucoup d'enjeux environnementaux aussi qu'on pourra détailler. Voilà. Alors, ce qu'on avait envie de faire, Nathalie, si vous êtes d'accord, je vous vois devant aussi, c'est bien. Ce qu'on avait envie de faire avec vous, peut-être, c'est que, puisque vous êtes la dame des données, on va dire, l'observatrice la plus précise, est-ce que vous pourriez nous faire déjà un petit topo sur justement tous ces services rendus par les écosystèmes et qui ne sont en général pas quantifiés, pas mesurés ? Oui, bien sûr, je peux vous parler de l'océan. L'océan abrite 80% de la vie sur notre planète. C'est une source principale de protéines pour 2,4 milliards de personnes et représente 15% du PIB pour une vingtaine de pays. Les océans couvrent plus de 70% de la surface sur Terre et stockent jusqu'à 97% de toute l'eau de la planète. Les océans sont essentiels à la vie aérobie sur Terre, produisant plus de la moitié de l'oxygène entrant dans l'atmosphère terrestre par la photosynthèse des algues. Et environ la moitié de la population mondiale vit dans une zone côtière et les entreprises océaniques contribuent pour plus de 500 milliards de dollars à l'économie mondiale. La richesse et la complexité environnementale et la biodiversité des océans fournissent des services écosystémiques cruciaux qui sont essentiels à toute vie sur Terre. Vous voulez que je continue ? Non, c'est bien pour l'instant. Est-ce que ça vous fait réagir pardon, j'ai oublié votre prénom, Martin. Parce que vous avez un prénom en deux. Enfin, c'est Martin et Guillaume. Martin alors et je Guillaume, savais plus donc ça lequel peut être était soit l'un, lequel. soit l'autre. C'est Martin Guillaume. Donc c'est Martin. C'est Martin.
Donc, oui, ça me fait réagir parce que quand on parle d'écosystème et de services écosystémiques, en fait, on dit, c'est vrai pour les océans, mais il n'y a pas que les océans. Tout écosystème produit un certain nombre de choses sur lesquelles on dépend, nous, en tant qu'humains, qu'il s'agisse de la filtration de l'air, de la filtration de l'eau, de la régulation du climat. Tout ça, c'est fait par des différents écosystèmes. Je me suis intéressé au cas de la forêt, donc pour rendre la chose un peu plus personnelle, il y a 5 ans, j'ai acheté un petit bout de forêt et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait avec un petit bout de forêt? Et en fait, c'est une forêt méditerranéenne, donc c'est très difficile de valoriser. On peut avoir du bois de chauffage, etc. C'est pas très constructif. Donc j'ai continué à chercher, mais cette forêt, elle fait des choses. Donc elle filtre de l'eau, par exemple. Est-ce qu'on peut valoriser l'eau qui est filtrée par la forêt? Très compliqué, parce qu'il faut être à ce moment-là dans un endroit où on peut valoriser un bassin de collecte d'eau potable. J'ai regardé si on pouvait faire d'autres choses. Donc j'ai regardé de la production d'aliments dans le domaine forestier, etc. Très compliqué. Bon, mais l'idée que les écosystèmes et les environnements naturels nous fournissent des services et reste tout à fait juste et tout à fait valorisable. C'est-à-dire que les bords d'autoroute, les bords de voies, les bords d'aéroports, eh bien, il y a un couvert végétal qui fait un certain nombre de choses, qui rend des services. Les bords d'autoroute, par exemple, ben on sait qu'il y a des arbustes qui vont, par exemple, être capables de filtrer l'air. Mais ça, c'est un service qui est valorisable. Et un autoroutier va devoir entretenir cet espace. Donc il y a une équation économique à trouver entre je filtre l'air, je stabilise les accotements, je ne coûte pas trop cher à maintenir. Et c'est toute l'idée derrière le fait que si on veut s'assurer que les écosystèmes continuent à fournir ces services, il faut les entretenir. Pour les entretenir, il faut les financer. Et pour les financer, il faut trouver des moyens de valoriser les services qui sont produits. Alors c'est vrai qu'au niveau macro, il faut financer la dépollution d'un océan, mais si on descend à l'échelle d'une entreprise, si je suis la SNCF, pour ne pas la nommer, si je suis une société d'autoroute, si je suis un aéroport, j'ai à gérer mon couvert végétal, et dans un monde où j'ai plus le droit d'utiliser du glyphosate, ça va me coûter de plus en plus cher. Donc est-ce qu'il y a des solutions qui me permettent de réduire mes coûts, mais quand même rester dans une logique où je vais continuer à avoir un service écosystémique intelligent, préserver la biodiversité, réduire mes utilisations de glyphosate, etc. Et donc c'est ça l'idée, c'est ça, derrière la société Green Praxis, c'est ça l'idée de dire est-ce qu'on peut s'associer à des grands groupes et être le catalyseur de solutions intelligentes pour gérer le couvert végétal de manière durable qui produit de la valeur. Et parfois là on ne l'attend pas. La valeur, elle n'est pas toujours là où... Enfin, parfois, il y a de la valeur, comment dire, mésestimée ou inutilisée, beaucoup. Quelles que soient nos activités d'entreprise, il y a toujours des niches comme ça, de valeurs non utilisées encore et non monétisées, non valorisées. C'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que nous, on parle en anglais de bankable benefits et de non-bankable benefits, qui sont des bénéfices valorisables et non valorisables. Donc, il y a des endroits où je suis en zone humide, j'ai des risques d'inondation significatifs et il se trouve qu'il y a une infrastructure à côté. Si j'investis en tant qu'exploitant dans un couvert végétal intelligent qui va me permettre de réguler, en cas d'inondation, les conséquences de cet événement climatique majeur, et ben peut-être que mon assureur va me donner une réduction sur ma prime d'assurance. Et c'est sur ces modèles-là qui sont compliqués à mettre en œuvre, parce que ma réduction de prime d'assurance, c'est peut-être que 10% du coût du couvert végétal. Peut-être qu'il faut que je trouve d'autres raisons de le faire. Donc l'idée, c'est que je dois le faire, mais comment je peux le faire de manière optimale pour maximiser la valeur? Et vous avez raison, il y a des endroits où réduire les températures au milieu du Larzac, personne ne va payer pour ça. Mais par contre, si je suis au nord de Marseille, peut-être que installer un parc qui va me réduire les températures lors des pics de chaleur, ça c'est intéressant. Ok, merci beaucoup. Hervé Le Caignec, donc on a tous compris, je crois, ça y est, ça commence à rentrer dans nos têtes, que le transport ferroviaire répond aux enjeux d'aujourd'hui, à la fois climatiques, de cohésion sociale, territoriale et aussi d'ailleurs au développement économique. On le voit autour d'une ligne à grande vitesse. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques éléments complémentaires ou plus méconnus sur ce sujet? Alors, sur les aspects biodiversité, par exemple, donc, le mode de transport est très vertueux, mais il faut quand même construire des infrastructures. C'est ça. Et construire des infrastructures, forcément, on porte atteinte à la biodiversité à l'endroit où on va le construire. Donc aujourd'hui, il y a une réglementation, pour faire un peu le lien avec ce qui s'est dit à la table ronde précédente. La loi évolue beaucoup, la réglementation évolue beaucoup dans ce domaine.
et elle va continuer à évoluer encore. Mais dès le début du projet, on est soumis à ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que quand on décide de faire une ligne entre Tours et Bordeaux, on va déjà essayer d'éviter le plus possible toutes les zones les plus sensibles, les zones Natura 2000 par exemple. Et bon, c'est pas possible d'éviter tout, mais on évite au maximum en choisissant le tracé. Ensuite, une fois que le tracé est décidé, on essaye de réduire au minimum les impacts au moment de la manière dont on va construire l'infrastructure. Alors réduire, ça veut dire par exemple ne pas faire une barrière complète qui empêche tout mouvement de biodiversité à la ligne. Donc, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une transparence écologique, c'est-à-dire en faisant des ouvrages pour que la végétation, les cours d'eau, les animaux puissent passer sous la ligne sans être bloqués par un barrage. Et il y a tout un tas de dispositifs comme ça qui permettent de réduire l'impact de la ligne. Et une fois qu'on a fait le maximum entre éviter et réduire, il ne reste plus qu'à compenser. Et donc c'est aussi une phase qui est importante. Et pour vous donner une idée, sur la ligne, elle a une emprise d'à peu près 2200 hectares. Et on a compensé l'atteinte à la biodiversité avec 3800 hectares de mesures compensatoires. Alors, l'objectif des mesures compensatoires, c'est qu'au bout du compte, on n'ait pas de perte nette de biodiversité. Et si jamais on peut faire encore mieux, c'est bien. Et pour faire un peu le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, ces mesures-là, c'est quand même une science qui est un petit peu en construction, mais il y a quand même énormément de données très scientifiques dans ce domaine-là. Et donc, nous, on est des gestionnaires d'infrastructures, et donc on s'associe avec énormément de gens qui ont les compétences scientifiques dans ce domaine-là. Donc, par exemple, on a créé un observatoire environnemental avec des compétences pour que les gens permettent de nous aider à savoir comment on va rédiger les cahiers des charges finaux des mesures qu'on va mettre en place, comment on va les suivre et comment on va évaluer l'efficacité de ces mesures. Donc tout ça, nous on le fait avec bien sûr les services de l'État qui nous contrôlent, mais on a en partenariat les associations environnementales, les chambres d'agriculture, les forestiers et les conservatoires d'espaces naturels. Et on a décidé de faire des partenariats avec tous les gens qui sont sur le terrain et qui connaissent mieux les sujets que nous et qui ont des enjeux qu'ils veulent protéger. Et ensemble, on a donc un réseau d'à peu près 500 personnes sur les 6 départements qu'on traverse. Et ça fait énormément de données. Et traiter des données scientifiques dans la durée, ça demande aussi un peu d'organisation. Donc on a mis en place un outil qui nous sert à nous pour gérer notre activité, mais qui sert aussi aux associations et aux conservateurs d'espaces naturels pour nous aider à mesurer des indicateurs. Un outil de mesure, en fait. Un outil de mesure et aussi qui permet dans le temps de faire des analyses, parce que l'idée, c'est qu'il faut que tout le monde progresse dans la compréhension. Donc un outil de recueil de données qui permettent à leur tour soit de mesurer, soit de décider, d'arbitrer, d'initier. Parce que quand on compense les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, et sur la ligne Sud-Europe Atlantique, il y a 223 espèces animales et végétales qui sont suivies. Il faut être capable de savoir si jamais l'habitat qu'on fait est favorable et si l'espèce revient sur cet habitat. Et il y a des coefficients qui ont été décidés pour certaines espèces qui sont plus fragiles ou des habitats qui sont plus compliqués à mettre en place. Quand on a impacté 1 hectare, on va non pas compenser par 1 hectare ailleurs, mais par 5 voire parfois 10 fois la surface qu'on a impactée. Parce qu'on se dit que si on met 10 fois plus de milieu qui est favorable à cette espèce, on a des chances qu'on soit au moins aussi bon qu'on était avant d'impacter le site. Et selon les espèces, le coefficient de compensation va de 1 à 10. En tout cas, c'est un vrai point d'attention dans l'ensemble des projets que vous conduisez. Peut-être Nathalie, si vous êtes toujours avec nous, voilà, peut-être ce qui serait intéressant, c'est que vous nous partagiez comme ça, spontanément, le ou les 2 projets autour de l'écosystème océan, puisque c'est un bien commun universel dont on a parlé tout à l'heure, le ou les 2 projets qui vous donnent le plus d'espoir en ce qui vous concerne, voilà, qui sont le plus porteurs des changements qu'on espère en cours dans la façon de regarder cet écosystème et les bénéfices qu'il nous apporte. Oui, en fait, d'un côté, les océans sont reconnus comme des fournisseurs très importants de ressources à haute valeur monétaire. Et de l'autre côté, les activités humaines qui ont rendu possible l'exploitation de ces précieuses ressources constituent également de nombreuses menaces pour la durabilité de cet environnement marin.
il perturbe les fonctions écologiques à cause de la pollution, la surpêche, la dégradation des habitats. Donc en fait, l'océan est menacé par le changement climatique, mais d'un autre côté, il fait aussi partie de la solution. Il fait partie de la solution pour lutter contre le changement climatique, que ce soit l'adaptation ou l'atténuation. Parce qu'on sait par exemple que l'océan absorbe à peu près 93% de l'excès de chaleur et 26% de l'excès de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les solutions qui viennent de la nature. Si on préserve les écosystèmes marins en bonne santé, ils vont pouvoir faire leur travail et protéger notre planète en fin de compte. Donc si je veux prendre un exemple concret, c'est par exemple les mangroves. Les mangroves font partie de ce qu'on appelle le blue carbone. Alors le blue carbone, c'est un terme qui a été inventé il y a une décennie pour décrire la contribution des écosystèmes côtiers végétalisés à la séquestration mondiale du carbone. Donc en fait, on a trop de carbone dans l'atmosphère et il faut le vider. Donc l'océan est un moyen de le vider. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important puisque si on conserve et on protège les mangroves, elles vont pouvoir d'un côté séquestrer le carbone, de l'autre côté, elles filtrent l'eau, donc c'est très bien pour les pêches aussi, et elles protègent les côtes. C'est une protection côtière contre l'érosion, contre le montée du niveau de la mer. Donc c'est pourquoi il faut vraiment protéger cette biodiversité pour qu'elle puisse jouer son rôle et protéger notre planète. Merci beaucoup. Me venait du coup en tête là en échange. On est tous conscients finalement qu'il y a quand même, enfin de plus en plus en tout cas, et ceux qui sont pour côtoyer pas mal de dirigeants, chefs d'entreprise, etc. Quand même tout le monde, y compris en termes de recrutement, que ce soit dans l'optimisation du foncier à cause du télétravail, que ce soit dans les économies d'énergie, dans la source d'électricité pour les data centers, ou que ce soit réussir à recruter tout simplement. On voit bien que les boîtes, elles sont obligées aujourd'hui de se réinventer en intégrant ces enjeux écologiques, sociaux. Ça, c'est incontournable. Seulement, même une fois qu'on a dit ça et qu'on a envie, il y a des freins. Alors, il y a des freins réglementaires. On l'a vu ce matin, parfois, ça bloque à ce niveau-là pour innover, inventer de nouvelles façons. Parfois, la règle, et particulièrement en France ou en Europe, empêche. Mais il y a peut-être d'autres freins ou d'autres difficultés auxquelles sont confrontés, vous qui accompagnez ces boîtes en transformation. Quels sont les principaux freins et comment vous faites pour aider à décaler le regard ou à contourner l'obstacle ? Alors, la plus grosse difficulté dans la mise en place d'une solution où on a plusieurs parties prenantes, parce que quand on met en place une solution, l'idée maîtresse derrière ce qu'on fait, c'est que on le fait bien sûr pour le bénéfice d'une société, mais souvent, il y a plusieurs bénéficiaires. Donc la première grosse difficulté, c'est quel modèle de gouvernance, quel modèle de partage de la valeur créée on va pouvoir mettre en place. La deuxième grosse difficulté, pour nous en tout cas, c'est de dire le vivant, il ne répond pas seulement à une expertise. On connaît les écologues, donc les écologues, ils ont une partie de la solution. Ils connaissent bien certaines choses, mais du vivant, bien sûr. Mais il n'y a pas que le vivant. Il y a aussi, pour créer de la valeur, il y a des contraintes réglementaires. Donc il faut peut-être avoir des écologues dans divers domaines, des écologues éventuellement sur la partie botanique, sur la partie cycle du carbone, sur la partie faune. Donc on a plusieurs déjà typologies d'écologues. Ensuite, on a besoin de comprendre quel est le réglementaire qui s'applique à une solution. Donc là, à nouveau, il faut nouveau type d'expertise. On va avoir besoin éventuellement d'un urbaniste si on est dans un environnement urbain. On va avoir des contraintes de type climatique, donc il va y avoir besoin de climatologues, parce que quand on met en place une solution qui est comme vous le faites sur plusieurs dizaines d'années, on est sur des projections climatiques où on sait que le climat est en train de changer. Donc un événement pluvieux violent aujourd'hui, c'est 50 mm d'eau toutes les 24 heures. Est-ce que dans 10 ans, ça va être 60, 70 ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte dans nos modèles ? Donc on voit bien là qu'il faut une fédération une constellation de savoir pour arriver à une solution qui soit viable. Et là, notre réponse, c'est de dire il y a une partie de ce travail qui peut être fait par l'informatique. Donc modélisons, allons collecter toute la data qui est disponible, toute l'information disponible dans ces différents domaines pour au moins mettre à la disposition des experts un set d'informations qui est fiable,
dont on est allé chercher des sources qui sont viables et fiables et qu'on peut contrôler entre elles grâce à l'informatique. Et ensuite, on peut éventuellement filtrer des solutions qui sont gérables à un endroit ou l'autre. Donc si on veut faire ça à grande échelle, on ne peut pas se contenter d'avoir certains experts qui interviennent de manière ponctuelle, parce qu'on ne va jamais y arriver à l'échelle à laquelle il faut qu'on attaque le problème. Il faut qu'on arrive à faire ça à grande échelle, d'où l'idée d'utiliser l'informatique, de modéliser les savoirs, d'automatiser la collection d'informations pour que la prise de décision soit rapide et plus fiable. Merci. Et alors, au sein de l'ISEA, là aussi, il doit y avoir parfois, j'imagine, comme tout système vivant ou d'humain, ensemble, des résistances à certains changements. Parce que les nouvelles orientations de l'entreprise, c'est du coup aussi des changements de comportement, d'habitude, de la sensibilisation. Peut-être, comment est-ce que vous intégrez tous ces enjeux-là dans les questions de management, par exemple, au sein de chez l'ISEA ? Alors, l'ISEA est dans une situation particulière, c'est qu'on est parti de rien. Un jour, à l'issue du Grenelle d'environnement, l'État avait lancé différents appels d'offres pour que 4 lignes à grande vitesse soient construites en même temps. Donc l'ISEA, c'était un des concurrents qui s'est vu attribuer un des contrats. Et donc, on a créé l'entité depuis une feuille blanche. Ce qui fait qu'en fonction de ce qu'on avait à faire, on a pu décider des compétences à avoir. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la complexité de traiter tous ces sujets environnementaux est en fait un avantage pour recruter, parce que ça veut dire que le travail pour les gens est beaucoup plus intéressant et on a besoin d'une expertise très pointue. Parce que dès qu'on va dans ce domaine scientifique de l'environnement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont toutes ces compétences. Et donc, pour nous, c'était plutôt une opportunité. Et le fait d'avoir travaillé en partenariat avec les associations environnementales sur le terrain, ça rendait aussi le travail beaucoup plus intéressant pour les gens. Donc pour nous, ça a été plutôt facile de trouver des gens, compte tenu de l'intérêt du travail. Ok. Nathalie, un dernier message peut-être. Vous voulez profiter de cette tribune pour nous enseigner ? Écoutez, merci. J'ai appris beaucoup de choses aussi avec les autres intervenants qui ont apporté le côté management. Moi, j'aimerais bien rajouter la partie finance, parce que je vais vous parler de la capacité de l'océan de séquestrer le carbone. On a besoin de la science qui va nous expliquer combien de carbone peut être séquestré par les écosystèmes marins. Donc, on prend ce chiffre et on va lui donner une valeur économique, puisqu'on peut donner un prix au carbone. Il y a les marchés carbone qui peuvent nous donner un prix. Actuellement, le carbone est autour de 79 € par tonne de carbone. Donc on donne un prix et on a une espèce de capital naturel. Ce capital naturel, on peut investir. Alors imaginez les pays en voie de développement qui possèdent ce capital naturel, ces mangroves, ces marais salants, ces herbiers marins, par exemple, ou des baleines, et donc qui séquestrent le carbone. Quand ces pays en voie de développement ont compris la richesse qu'ils possèdent, et ce n'est pas uniquement le PIB qui se calcule d'un point de vue économique, il faut intégrer cette richesse, ils peuvent le revendre sur les marchés carbone. Et lors de la dernière COP, la COP 26 de Glasgow, on a réussi à avoir un accord sur cet article 6 qui permet de réguler le marché carbone, et que c'était le dernier point qui manquait à l'accord de Paris. Donc, on met une valeur au carbone, et donc les pays ont de quoi vendre sur les marchés financiers. Ça permet d'aider les pays en voie de développement de lutter aussi contre le changement climatique grâce à leur capital naturel, grâce à leur nature. Merci. Je demande maintenant, on va se diriger vers la conclusion, vers la fin de cet échange. Hervé, alors, Martin, du coup, est-ce que vous avez un dernier message ? Je dirais que d'abord sur le financement, en fait, dans ce genre d'action, à partir du moment où on prend des engagements sur le long terme et qu'il y a des résultats derrière, ça devient de plus en plus facile de trouver du financement. Nous, on a pu bénéficier comme ça d'un financement important à travers ce qu'on appelle un Green Bond et un label qui avait été fait par des organismes spécialisés dans ce domaine-là. Et on est contrôlé tous les ans sur la tenue de nos engagements. Et nos engagements, ils vont jusqu'à la fin de la concession. C'est une concession de 50 ans qui finira en 2061. Donc ça, c'est un sujet qui aujourd'hui est quand même assez important.
Et l'autre point que je voudrais souligner surtout, c'est nous, le contrat, on a commencé la construction en 2013 à peu près, donc on est en train de regarder ce qui se passe sur toutes les mesures compensatoires qu'on met en place déjà depuis 2013, mais on a la totalité des mesures depuis 2017. On commence à avoir des résultats. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment démontrer que toutes les actions qui sont menées, il y a un vrai résultat derrière, quoi. Ce n'est pas juste des intentions. Et ça, c'est, je crois, le point important à garder en tête. Et comment vous allez le montrer ? À travers justement, par exemple, tous les suivis qu'on fait et de montrer que les espèces sont bien présentes, les milieux sont bien favorables. Et à travers justement l'obtention des green bonds, ça montre bien que derrière, il y a des engagements qui sont respectés parce que sinon, on n'aurait pas eu accès à ce type de financement. Et puis à travers toutes les actions RSE qu'on peut mener. Et derrière, il y a des tas d'organismes qui font une évaluation tous les ans et qui notent l'entreprise. Et ça nous permet comme ça aussi de nous comparer à d'autres entreprises, soit de notre secteur, soit d'une manière plus générale. Très bien, merci. Et en ce qui vous concerne, alors vous avez sûrement encore un truc à dire, mais moi j'avais encore une question. Est-ce qu'on peut considérer, parce que la difficulté aussi, c'est tout ce foisonnement d'expertise, comme vous disiez, ça touche à des tas de choses dès qu'on veut modifier quelque chose ou dans le business model ou intégrer des enjeux de transition, enfin commencer cette transition-là en tant qu'entreprise ou structure. C'est très complexe, quoi. Tout est lié, donc du coup, il faudrait 15 experts à la fois ou 15 consultants pour pouvoir choisir, et encore, on ne sait jamais lequel il faut écouter. Enfin bref, c'est compliqué de s'y retrouver. Est-ce qu'on peut dire que votre activité, elle contribue à être un peu aussi une plateforme d'orientation dans toute cette nébuleuse-là ou comme le sont d'autres ici autour, d'ailleurs, qu'on a pu... Tout à fait. Alors, deux points qui me paraissent importants. Le premier, c'est que on voit Green Praxis comme étant un catalyseur de solutions. Donc, on n'apporte pas forcément toutes les solutions, on n'est pas porteur des solutions, mais on connaît les solutions et on peut les mettre en œuvre dans un contexte économique ou topographique ou industriel donné. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que vous touchez du doigt, à mon avis, un problème qui est crucial, qu'il faut absolument résoudre et dont on peut s'inspirer de la nature. C'est-à-dire que dans certaines situations, la nature est concurrentielle, c'est la loi de la jungle, mais dans plein d'autres situations, il y a des symbioses, il y a des collaborations. Et donc on est tout à fait ouvert, nous, à des collaborations. Et tout au long de la journée, aujourd'hui et hier, j'ai rencontré des contributeurs possibles à des projets, dans des contextes donnés, sur lesquels on peut arriver à fédérer des savoir-faire. Certains sont formalisables et automatisables grâce à l'informatique, d'autres pas. Et quand on arrive à fédérer tous ces savoirs-là, on arrive à des solutions qui sont plus optimisées. Donc on est très ouvert à la collaboration. Et est-ce que vous voyez poindre des évolutions, des systèmes de mesure ou de monétarisation dans les entreprises de leur activité, même des systèmes comptables peut-être ? Alors, sur les systèmes comptables, sur le cours carbone, c'est clair que c'est déjà en cours et c'est déjà un peu compliqué. Il y a un exemple que je connais un petit peu qui est la biodiversité. Et la biodiversité, c'est extrêmement compliqué à mesurer. Il y a tout un tas de phénomènes qui sont, dès qu'on commence à mesurer, on perturbe le milieu. Quand on perturbe le milieu, la mesure n'est plus fiable. Donc nous, on ne dit pas qu'on a la solution, mais on a une façon de mesurer la biodiversité qui est bien connue du milieu marin, par exemple, c'est la bioacoustique. Donc ça, c'est une façon de mesurer la biodiversité. Donc on écoute les bruits de la nature et on essaye d'interpréter, ok, ça c'était quelle espèce, quelle est la fréquence d'occurrence de telle et telle espèce. Donc on va essayer de reconnaître différentes espèces. C'est typiquement très efficace avec les oiseaux, avec les chauves-souris, avec certains insectes qu'on appelle les orthoptères par exemple. Donc il y a certaines espèces dont on peut écouter les manifestations auditives et en tirer des mesures objectives. Et je ne dis pas que c'est comme ça qu'on peut mesurer la biodiversité, mais en tout cas, c'est, comme disent les Anglais, un proxy, une façon d'approximer, de surveiller comment la biodiversité pour certaines espèces est en train d'évoluer. Très bien, merci beaucoup à vous, merci Nathalie. Merci à vous. Bonjour à Monaco, jusqu'à là-bas. Merci. On voit qu'il y a du soleil, c'est bien, profitez-en. Merci. Merci beaucoup. À plus tard, bon après-midi.